avec émotion. Het Duitse offensief dat sinds weken werd voorbereid, wordt gelanceerd op een 130 kilometer lang front. De eerste stoot wordt opgevangen door de burgers van het groothertogdom Luxemburg en van de Oostkantons. Matthias Heinsius woont een paar kilometer van het front. Zijn boerderij is bezet door de Amerikanen. Am 16. Dezember morgens, wir waren im Bett schlafen, es war eine ruhige Nacht und morgens gegen 5 Uhr hörte man ein eigenartiges Rauschen in der Luft, man hörte auch Einschläge. Wir sind aufgestanden, sind zum Fenster gegangen und da sahen wir, es war draußen noch dunkel, aber durch die Luft am Firmament sah man ungezählte helle Lichtstreifen. Wie wir danach erfuhren, waren das Do-Geräte. Das waren neue Geschütze von den Deutschen, das waren Bündelrohre, sie waren nicht sehr dick, bald wie Pfeifenrohre, aneinander gebündelt und die Soldaten nannten die Do-Geräte oder Nebelwerfer. Damit wurde die Rundstedt-Offensive eingeleitet. Om 5:30 breekt hevig artillerievuur uit. Het is vooral op het noorden gericht. De zware artillerie bestookt Eupen, Malmedy en Sankt Vith, waar mevrouw Meurer en haar kinderen wonen. Haar man is buiten zijn wil in dienst bij het Duitse leger. Ich sollte zur Stadt die Lebensmittelkarten holen. Es war aber so ruhig in der Stadt und im Bürgermeister und es war niemand mehr da. Es war mir alles so fremd. Ich denke, es ist kein Mensch mehr hier und ich gehe zu meiner Schwester ins Hotel zur Post. Und da sagt die, was läufst du durch die Straßen, die Deutschen schießen rein, nicht? Ja, wieso, sind das Einschläge? Ja, in der Brümmerstraße und in der Luxemburger Straße, da sind schon 3 Tote. Das stimmt auch mal, 3 Tote. Und ich komme nach Hause, ich sage zu Erich, die Deutschen schießen rein und wir müssen wieder in den Keller. Und da sagt Erich, ach was, die Amerikaner, die sind doch noch da am Arbeiten, dann hätten die doch schon längst Bescheid. Nee, er geht runter und sagt ihnen, nee, sagten die hätten keinen Bescheid. Ja doch, sage ich, denn Maria sagt, die schießen und es sind schon Tote. Er geht wieder runter und dann hatten die doch Bescheid bekommen und haben den in Eile gepackt und sind, wohin weiß ich nicht, abgerückt. Und ich gehe zu meinen Schwiegereltern und wir packen wieder unser Lebensmittel, alles wieder runter in den Keller. Wir schliefen sowieso schon 4 Jahre im Keller. Het artillerievuur verbreekt de communicatie tussen de Amerikaanse eenheden. Ineens neemt het gebulder af. De Duitsers bestormen nu de Amerikaanse linies. Bij de oprukkende eenheden is er een luchtafweerregiment waarbij een Belg, Josef Schröder, buiten zijn wil is ingelijfd. Hij moet zijn dorp Holzheim aanvallen. Am 16. morgens gegen 5 Uhr oder noch gegen 5 Uhr haben wir dann den Angriff eingeleitet durch schweres Artilleriefeuer. Und zwar über die Straße Lusheimer Graben, Hellertal im Forst Rocherat Bühlingen. Und
Das hat eine Zeit gedauert, aber ganz wohl. Dann haben wir Stellungswechsel gemacht. Da kriegten wir Befehl nach Honsfeld, Lucherberg, in Stellung zu gehen für Bütgenbach. Inzwischen war schon starker Widerstand gemeldet worden aus dem Raum Bütgenbach. De Duitsers zijn overal tegelijk. De weinig talrijke Amerikaanse troepen hebben geen bevelen gekregen. Ze verzetten zich hardnekkig, maar de overmacht is te groot. Sommige pelotons slaan in paniek op de vlucht. Die Amerikaner fingen plötzlich im Haus, entstand ein Laufen hin und her und wir sind aufgestanden. Wie wir die Treppe herunterkamen, stand der amerikanische Sanitäter mit seinem Rotkreuzkoffer am Eingang der Treppe. Er zitterte wie eine Hecke, er hatte schreckliche Angst. Und das hat uns dann auch mal ein bisschen aufgeweckt, dass wir wussten, es passiert etwas Gefährliches. De Amerikanen die zich zuidelijker bevinden zijn ook nergens op verdacht. 16 december is een dag zoals elke andere, want generaal von Manteuffel heeft alle klassieke artillerievoorbereidingen vermeden. Hij wil de Amerikanen overrompelen en dat lukt. John Finn is gewoon soldaat bij de 28e Infanteriedivisie. Hij is totaal verrast. We had just left the Hurricane Force, which was devastating to the 28th Division. They had quite a battle there, and they sent us back for a rest, a supposedly rest. And I think we were there about 2 weeks until the Battle of the Bulge broke, which was early on a Saturday morning. Every day they used to lob in shells every morning, and we kind of took it for granted that they'd throw in a couple, we'd shoot out a couple of them, and we kind of got lulled to sleep a little. Because when that morning started, it all started, and we had a few shells, and you rolled over and fell asleep again, but it didn't stop. It was continuous for almost a half hour. And then when they started coming in the window with them, I was sleeping in the church on the floor, and Jesus, if I didn't take off, and down into the basement, I forgot my pants. I left my pants off. I had my helmet, my gun in the basement. It was that much shelling, you know. So we were down there for about 15 minutes, and then the shelling started. Well, we expected small arms fire to start to happen. Then all of a sudden, you could hear the machine gun start to open up. I said, rather than get caught with my pants off, I better get up and at least get my pants on. Le jour se lève sur l'Ardenne. 200 000 Allemands sortent des tranchées, des bois, dans le brouillard pour percer les lignes américaines. Sur 130 km de front, le combat est inégal. Les Américains, ils sont 80 000 tout au plus. C'est l'enfer. Au nord, c'est là que les Allemands ont décidé de porter tout leur effort, dans une région qui correspond plus ou moins au canton de l'Est. Là, la 6e armée SS blindée de Seeb-Dietrich va monter à l'assaut. Son but, atteindre la Meuse en 3 jours. Les SS de Dietrich, la 6e armée, c'est donc ce que les Allemands appellent le Schwerpunkt, le fer de lance de l'offensive. Ils attaquent au nord. Mais plus au sud, on trouve la 5e armée allemande, commandée par le général von Manteuffel. Ils sont massés derrière la frontière du Grand-Duché de Luxembourg. Ils doivent prendre le Grand-Duché, prendre le nœud de communication vital qui est Bastogne et poursuivre. Ils doivent atteindre la Meuse en 4 jours. Et enfin, pour protéger le flanc sud de l'offensive, se trouve la 7e armée allemande. Elle doit, elle, prendre Diekirch, Wiltz et passer au sud de Bastogne. Le but de leur action, c'est donc évidemment de protéger le flanc sud de l'attaque allemande. En phase 2, à 1 contre 3, on retrouve 80 000 Américains tout au plus.
Ils sont dans le massif ardennais entre Verviers et Arlon. C'est la première armée américaine. Et encore, parmi ces jeunes gens, il y en a qui viennent de débarquer des États-Unis, qui n'ont jamais subi le feu, des unités entières. Il y a aussi bien sûr des vétérans qui se sont déjà battus et durement, mais ils ont été éreintés lors des combats pour Aix-la-Chapelle. Ils sont en Ardennes au repos. In Daasburg, op de grens tussen het Groothertogdom en Duitsland, slaan de Duitse geniesoldaten een brug over de Oer. Zo kunnen de tanks van de 2e Panzerdivisie de rivier oversteken en oprukken naar de Ardeense heuvels. Ze beginnen om 9 uur en worden niet gehinderd door geallieerde artillerie of luchtstrijdkrachten, want die staan machteloos aan de grond. De werken zijn tegen 4 uur klaar. Een van de eerste die de brug oversteken is luitenant Siebert, die een verkenningseskadron van de 2e Panzerdivisie aanvoert. Wir sind dann am 16. am Nachmittag, nachdem hier die Briechsbrücke durch die deutschen Pioniere der 2. Panzerdivision fertiggestellt war, zu Fuß an die Straße von Daleiden nach Daasburg marschiert und die Fahrzeuge sind auf der Straße nachgeführt worden und wir sind aufgesessen und sind dann über die Brücke weggefahren nach Marnach. Then all of a sudden the Germans start coming. They're coming up over a hill, past a load of bushes, up over a hill. They just constantly kept coming and coming. So then they backed us off a little, and there was quite a few of the fellas got killed in there. I'm talking about the Germans. It was surprising the way they just kept coming over the hill. De tanks van de 2e Panzerdivisie zijn tot vlakbij Marnach genaderd. Het is intussen nacht geworden in het Groothertogdom. Er wordt verbeten gevochten in een zee van vuur en vlammen. Luitenant Novak, een goede vriend van Rudolf Siebert, gaat in zijn eentje in Marnach het terrein verkennen. Deze oude boer heeft hem zien aankomen. Der Hauptmann Novak wollte mit Panzerspähwagen versuchen, den von Amerikanern besetzten Ort Munshausen zu nehmen und hatte Verbindung mit dem Vorposten in dieser Richtung aufgenommen. Da man ihm nicht sagen konnte, wie es in dem Ort aussah, ist er allein in den Ort gegangen, um zu erkunden, was und wie viele Amerikaner hier im Ort waren. Und dort brannte ein Haus und vor diesem Feuer erschien er wie eine Silhouette und einige amerikanische Soldaten hatten sich dort versteckt. Einer, der hatte vorher schon mit einem Seitengewehr immer an eine Scheune geworfen und hat gesagt, den ersten Deutschen, den ich sehe, werde ich töten. Und der ist dann auf den Hauptmann zugesprungen und hat meinen Freund Novak erschlagen und erstochen. Und am nächsten, Morgen, als wir in den Ort reinfuhren, waren nur noch 12 Amerikaner hier, die sich ergeben haben. Die anderen hatten sich zurückgezogen. Und wir haben dann Novak nach Marnach gefahren. Und dort ist er auch beerdigt worden. Das Schwerste war, dass man einen Freund verloren hatte, mit dem man 4 Jahre im Krieg zusammen war, davon 2 Jahre in Russland. You know, it's hard to realize that when you're shooting a human being, it's pretty tough. And I just found it very hard to believe that they were just dying so easy. Could you hear them? Well, no, you could see them go down, and to make sure that we did get them, we would hit them every now and then. You would see their jackets pop up, you know, out in the field out there. They were probably a good couple of 100 yards away from us, but they were coming. De weg naar Clairvaux is vrij. Op Clairvaux is sinds 5:30 morgens een regen van granaten terechtgekomen. Alle verbindingen zijn verbroken. De GI's in de stad vechten als leeuwen, maar ze kunnen de Duitse aanval niet afslaan. We got hit with a couple of shells in our building, and our building was on fire. And our ammunition started running low. And then before it started getting dark, they were getting closer to the house, and we could hear them hollering around the house. Well, evidently they knocked out some of the infantry around our building, and they were riding close, and then it had gotten dark. Well, by that time,
By that time, they had called me down from the second floor of the building where I was with my machine gun. They called us down and told me to get a rest. My ears were ringing from all day on the guns, you know. And this buddy of mine, Walter LeBach, took my place on the gun. I don't think he was up there 15 or 20 minutes when he got shot. He got his whole hand shot off on the left hand, and he came running down, and they threw a potato masher in the window. Well, that settled us. That we were down on the first floor, down along the basement area, and the house was all on fire, and they were howling in German to come on out. Raus, raus. And finally, one of the Germans got into the house, and one of the kids shot him, and you could hear him screaming. And I figured right then and there, I said, there's no way in hell that they're going to let us out of here. They're never going to let us out now. Well, I forget what time it was. You know, time just goes and you don't remember what the time was. But it had to be close to 1:30 or 2 o'clock in the morning when we had no other way to go. We were out of ammunition. We had broken up our guns. De Amerikanen doen nog een paar tegenaanvallen, maar ze moeten Clairvaux prijsgeven. Hun kolonel Hurley Fuller kan nog net door een raam ontsnappen. De Duitsers zijn door de middensector van de 28e divisie gebroken. Hun panzerwagens haasten zich verder westwaarts. De weg naar Bastenaken ligt open. Ze zijn nog nauwelijks 30 kilometer van dit belangrijke verkeersknooppunt verwijderd. Bij de burgerbevolking is de verslagenheid groot. À l'horizon, mais vraiment à l'horizon, on voyait on voyait le feu, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et alors les chars descendaient la route de Bourcy et les Américains arrivaient chez nous, débordés, ne sachant pas où ils étaient, ils se croyaient en Allemagne. Ils nous en voulaient d'être là et de ne pas parler allemand, enfin ils ne savaient pas quoi. Alors on ne savait pas trop ce qui se passait, hein. On regardait autour de nous, on ne voyait personne. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un petit peu avant, on avait encore vu les Américains, les nôtres, enfin, on appelait les nôtres parce qu'ils étaient toujours chez nous, ceux qui étaient à la salle communale, parce que nous habitions l'école. Et alors, ils ne se sont plus occupés de nous, ceux-là, ils ont été engloutis dans le paquet d'Américains qui arrivaient avec les chars, les camions, les camions. Et alors on voyait les troupes qui descendaient, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle encore avoir vu papa et toi, hein. On était là, et alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Luitenant Siebert rukt aan het hoofd van zijn eskadron langs bospaden op. Hij laat Bastenaken links liggen, want hij heeft een welbepaald doel. Man hat uns eine Stunde etwa, bevor wir in die Fahrzeuge einstiegen, erklärt, dass eine Großoffensive durchgeführt wurde mit 2 Zielen, einer kleinen Lösung, einer großen Lösung. Die kleine Lösung hieß bis zur Maas und die große Lösung hieß bis Antwerpen. Unser Auftrag, den wir bekamen, hieß, wir sollten eine Brücke über die Maas bei Dinant nehmen und offen halten für den weiteren Vormarsch der 2. Panzerdivision. Und wie war damals die Moral der Truppe? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie diesen Auftrag erfüllen konnten oder waren Ihre Mittel ungenügend? Wir haben gehofft, dass wir im Laufe der Offensive so viel Kraftstoff und Munition zugeführt bekommen würden, dass wir Erfolg hätten, zumindest bis an die Maas zu kommen. Wir haben aber nicht geglaubt, dass die große Lösung möglich war, da wir ja nur 50% Material, 80% Personal und nur Kraftstoff für etwa 100 bis 120 Kilometer in den Tanks hatten. Laissons la région du Sud pour le moment, nous la retrouverons dans d'autres émissions. Au nord, il existe une voie de pénétration, une voie d'invasion, utilisée déjà par les armées du Kaiser en 1914 et par la Wehrmacht en 1940. C'est la trouée de Lossheim. Une voie de chemin de fer, une route, une gare frontalière. C'est par cette trouée que vont s'engouffrer les troupes allemandes.
En face d'eux, les hommes de la 99e division américaine. Curtis Whiteway is nu 59. Hij woont in Plainfield in de heuvels van Vermont. In 1944 bevindt hij zich in een bijna identieke omgeving bij Krinkeld met de 99e Infanteriedivisie. I went on the front lines on my 19th birthday. We were all green. Every man in the division, including the officers, had never seen combat. Then the tanks come right in at us, right in the middle of the forest. They just overran us. So I saw one tank, what we were doing was firing our rifles at the periscopes. And that would, of course, a periscope has two mirrors inside so the tanker can look inside here and he's looking at an angle at you. And we'd blow their lenses apart and then they'd have to pull them out and replace them with another one. But they only have so many periscopes inside a tank. And that would make them blind, the driver, for the time being, and give our men a chance to run to one side, throw a rifle in the sprocket of the tank, and the front sprocket, it would throw the track off, which we did, and the tank could only go around in a circle then. All right, the second tank came in and pulled in around the first tank, and he came right for me. And as he did, I turned around, I saw a shallow foxhole right by me. I dived into that hole. He came right over the top of my hole with his track on purpose. So then he stopped, and then he gunned the track, trying to cave in the hole, which he did. He buried me, but he was trying to crush me at the same time. Of course, I was scared out of my head, and I just wrapped my arms over my head, and I could do nothing else and wait. And then he drove off the top of me, and I was buried, and I just forced myself up out of the hole and pushing the dirt off the top of me. And I turned and I looked and I see him going back, and he went over another kid directly behind me, did the same thing, gunned his track, and then he drove on. Of course, they're shooting all around at the time, and some of us ran over to where that kid was, and we knew it was no sense of even trying to help him. He was crushed. So we re-engaged the tank that we had disabled by one of the men throwing a rifle in the sprocket. And the machine gunner was still, the tank was going round and round, and the machine gunner was blind inside the tank. He kept shooting the machine gun in any direction. One of our men ran over with his empty rifle, took it by the muzzle, and came down like a baseball bat and hit the barrel of the machine gun, bent the machine gun, and put that out of action. In de nacht van 16 op 17 december rijdt de eerste SS-panzerdivisie door Losheim. Ze wordt voorafgegaan door haar gevechtseenheid, die wordt aangevoerd door Piper, een jonge kolonel van 28. Die panzereenheid moet langs een zorgvuldig uitgestippelde route oprukken naar de Maas. Er zijn een paar Koningstigers bij, de krachtigste tanks van het Duitse leger. Rolf Erhard bestuurt een van die nieuwe tanks. Om 2 uur 's nachts komt hij in Bühlingen aan. Und ich kam dann bis zu der Kurve, in der die Apotheke steht. Da fand ich ein amerikanisches Zelt im Vorgarten der Apotheke. Und in diesem amerikanischen Zelt waren einige Amerikaner. Ich glaube, es waren 3, die sich gerade aus ihren Schlafsäcken aufrappelten. Ich habe ihnen dann klar gemacht, dass sie uns helfen könnten. Das haben sie auch sehr schnell verstanden. Denn gegenüber der Apotheke, in etwa gegenüber der Apotheke, war ein wohl kleineres Spritlager. An dieser Stelle? An dieser Stelle, ungefähr an dieser Stelle. Es waren da Benzinkanister zu Karrees gestapelt. Es müssen wohl einige 1000 Liter gewesen sein. Und die wären natürlich für uns sehr wichtig gewesen. Diese Amerikaner haben dann, ohne sich zu widersetzen, in Unterhosen, wie sie waren, einige Benzinkanister an die Straße selbst geschleppt, wo es uns dann auch gelang, nachdem wir mit dem Panzer nachgezogen waren, einige von diesen Kanistern aufzudanken bzw. mitzunehmen. Allerdings setzte nach relativ kurzer Zeit, also nach einigen Minuten,
setzte Artilleriefeuer ein und gleichzeitig bekamen wir den Befehl, weiterzufahren Richtung Bütchenbach, was uns in Anbetracht des Artilleriefeuers nicht unbedingt unangenehm war, denn es wurde doch sehr eisenhaltig hier an der Ecke. In Poteau zijn de bewoners omringd door een zee van vlammen. De strijd woedt er in alle hevigheid. Bij de burgers is de verwarring groot. Net zoals de Amerikaanse soldaten rennen ze heen en weer. In de mist dringen soldaten van het 1e SS-regiment Poteau binnen. Ze moeten absoluut verdreven worden om de directe verbinding tussen Vielsalm en Sankt Vith veilig te stellen. Er wordt verbeten gevochten. De familie van mevrouw Andrian verlaat als een der laatste deze hel. Après avoir été bombardé assez bien, tout le village est parti. Nous sommes restés les derniers, une famille de, nous étions encore une dizaine, je crois, à l'époque. Nous avons vu brûler toutes les fermes. Tout le bétail sortait vraiment enflammé. C'était des combats durs, violents? Très durs, violents, oui. On a vu beaucoup de tués, beaucoup de brûlés aussi. Toutes les maisons brûlaient autour de vous? Elles brûlaient tout autour de nous. Et nous sommes finalement arrivés dans cette étape-ci, où il y avait en même temps une trentaine de réfugiés. C'était surtout des dames avec les enfants qui se sauvaient. Et alors nous sommes encore restés 3 jours dans cette étape-ci, accompagnés du bétail. On est resté quasi 3 jours sans manger. On buvait surtout beaucoup de lait. Heureusement, nous avions assez bien de vaches pour traire. On trayait celle-ci, puis on allait à l'autre étape pour aller traire. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que mon frère a été touché par un éclat d'obus. Comment ça s'est passé, ça? C'est-à-dire que ma sœur, mon frère et moi, nous partions pour aller traire dans l'étape à côté. Et à ce moment-là est arrivé un obus dont lui a reçu l'éclat. Il ne s'en est pas aperçu tout de suite. Et c'est en arrivant dans l'étape qu'il a constaté qu'il saignait. Alors l'éclat avait percé son costume en cuir, son portefeuille. Et nous sommes revenus ici chez les parents en disant que mon frère avait été atteint. On a voulu chercher après un médecin dans les Allemands puis les Américains. On n'a pas trouvé de médecin. Et après le 3e jour, les Américains ont dit maintenant partez. Vous êtes toujours en danger. Et je crois qu'à Petit-Cher ou Ville-du-Bois, vous allez trouver un médecin pour le soigner. Effectivement, il a été soigné directement là-bas. Il est venu me remontrer l'éclat d'obus, mais il est décédé le jour même au soir par une hémorragie interne. En fait, toutes les gens qui étaient ici, c'était pas seulement des gens du village. Il y en avait... non, c'était beaucoup de personnes des pays rédimés qui, eux, voulaient aussi partir beaucoup plus loin. Ils sont restés avec nous jusqu'au dernier jour et puis finalement sont partis de leurs propres moyens. Poteau, waar een 12-tal huizen stonden, wordt totaal verwoest. Bij het begin van het offensief spelen de GI's van het Amerikaanse 291ste Geniebataljon een cruciale rol. Overal in de Ardennen zagen ze bomen aan stukken en bouwen ze bruggen. Luitenant-kolonel David Peregrine staat aan hun hoofd. At this time, my A company was Ambly, Belgium. My C company was generally in the vicinity of L'Église in the Fraudcourt Castle. And my B company was in Malmedy. So I immediately gathered some of my staff and went into Malmedy and immediately started to set up a defense of roadblocks. We put in, using 128 men, we put in 7 roadblocks which guarded all the entrances to Malmedy. We put
mines, demolitions, and TNT on trees to cause the trees to fall over the roads in case of attack. Once we had set up those defenses, we saw a armored column coming through Malmedy. This was the 7th Armored Division. I personally stopped the lead tank and talked to Major Boyer about forming on our defenses. We had knowledge of a German column coming. Major Boyer's assignment was to head to Bonnier and then south to St. Vith to defend. Following Major Boyer came the Battery B of the 285th FOB. And we also stopped them and talked to Lieutenant Virgil Larry about the German column coming. We warned him about this, but he decided to proceed on to Bonnier. Nous sommes le 17 décembre, il est 13 heures. C'est ici que se situe un des épisodes les plus tristement célèbres de la bataille des Ardennes, le massacre de Bonnier. Un premier convoi de la 7e division d'artillerie américaine vient donc de quitter Malmedy. Ce convoi vient de passer sans encombre au carrefour de Bonnier pour prendre la route de Ligneville-Saint-Vith. Cette colonne est suivie quelques minutes plus tard d'une seconde. Ce sont les hommes de la batterie B du 285e régiment d'artillerie. Ils viennent quelques minutes plus tard à peine. Ils quittent Malmedy et arrivent au carrefour de Bonnier en même temps que la colonne allemande, la colonne du SS Peiper, qui vient, elle, du nord. La colonne du SS Peiper veut passer au carrefour de Bonnier et prendre la même route que les Américains vers Stavelot. La colonne américaine et la colonne allemande arrivent donc au carrefour de Bonnier en même temps. Als ich mit meinem Panzer, dem 2. Wagen in unserer Kolonne, hinter einer Kurve herauskam, der Verlauf dieser kleinen Straße hier war damals nicht so gerade wie heute, war der 1. Wagen von uns in Feuerstellung und begann Beschuss in Richtung Straße. Wir sahen eine anrückende Kolonne und haben dann mit einigen Schüssen in dieses Gefecht eingegriffen. Wobei allerdings schon nach 3 bis 5 Schüssen unsererseits das Gefecht abgebrochen wurde, um nicht unnötig die Fahrzeuge, die wir ja als Beute betrachteten, zu zerstören. In een van die vrachtwagens zit soldaat George Fox. I was in a 3/4 ton, up on top of a 3/4 ton. And I saw the tracers going across the road, so I jumped off the truck and, like everyone else in the column, and went in the ditch. Später nahmen Sie dann diese Leute gefangen. Ja, an der eigentlichen Gefangennahme waren wir nur mittelbar beteiligt. Also die kamen uns schon entgegen, als wir von Bonnier Richtung Ligneville fuhren, kamen die uns schon entgegen. Wer nun da derjenige gewesen war, der diese Leute gefangen genommen hat, ob da Infanteristen oder Infanteriepanzer vor uns waren oder zwischen uns waren, die sich da eingeschaltet haben, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls kamen die uns dann entgegen als Gefangene. Aber es waren die Gefangene, von denen später welche erschossen worden sind? Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. We saw a tank column coming around behind us. And they came down the road and lined up parallel with our vehicles, and so the officers in charge of us told us to give up. So we climbed up out of the ditch and with hands off? How's that? With hands off? Yes, hands up. And as we walked back down toward the rear of the column, the Germans in the tanks were taking the wristwatches off and so forth, and I had a bayonet on my belt, and they said throw that away, which I did. So we went back down, marched back to the end of the column, and we waited around for quite a while they were trying to get some more of our troops out of the barn that they went in,
And after, so I guess maybe an hour, we're told to get over in the field next to the road. That would cross the fence. Clément Urdebise komt met de fiets van Malmedy. Avant d'arriver à Beaugnier, j'allais en pleine confiance à vélo, moi, pour aller voir ce qui se passait au carrefour, pour voir le mouvement des troupes. Et j'ai vu un fermier, M. Joseph Martonnet, qui a une ferme antérieure au carrefour, sur cette route-là, et il me faisait des signes désespérés pour que j'obtempère à ces mouvements que je ne comprenais pas, moi. Mais j'ai bien vu qu'il était dans un état anormal. Il me disait de me cacher. Et enfin, je suis descendu de mon vélo. Et je me suis caché. Et alors, il m'a invité à aller chez lui pour des explications. Alors, il m'a expliqué. Il m'a dit que les Allemands étaient à Beaugnier, au carrefour. Et moi, je n'étais pas du tout convaincu. Je croyais que ce n'était pas possible. Et lui m'a dit, si, dit-il, je les ai vus par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre avec lui. On voyait des casques allemands, mais à certains moments aussi, on voyait des casques américains. Mais de toute manière, on entendait les obus, on entendait les mitrailleuses. On était guère rassurés. There's a half-track pulled up and he was standing up in the half-track and he shot with a pistol a couple of the men on the up the other end of the column. So then, as soon as about a couple shots that he's fired, machine guns opened up from all directions, and everybody fell at the same time. And it just so happened that I fell on somebody, and somebody fell on me, and it was just one big bunch of people that fell. But it just so happened that I didn't get shot at all, and. But I could hear what was going on, and everybody that went by, after the column started leaving, I could hear them starting up. They fired as they went along, and then after so long time, they had a couple of them came over and checked to see who else was alive, I guess, and they shot the ones that were moaning or anything, and they didn't come too close to me, but I was afraid they might see my breathing or something, but it didn't happen. And after, say, it was almost dark when we waited until everything quieted down, and we all were afraid to look up. But somebody stepped on me and that's the first time I'd looked up, and some of the ones that could move were running back towards St. Vith. And so I jumped up and tried to run, and I was been there so long that I couldn't hardly move, and I trailed behind the others in front. So they climbed up the barbed wire fence, and about the time they started through that, the machine gun that they left on the corner opened up, and they were firing at the ones that were going across the field. And so I saw all those tracers going through there, and I just turned left and headed west the other way. J'ai vu un homme qui sortait du bois, là. Un homme que je me dis, qu'est-ce pour un type ça? Et je vais par derrière pour lui ouvrir la porte, pensant qu'il venait par derrière. Mais il était déjà plus loin qu'il sautait la haie, là, à travers la haie. Et c'était la direction de Bellevaux qu'on a trouvé quand on est parti avec mon frère. Et j'en ai vu un, mais ils étaient bien sûr à deux. À Bellevaux, on en a trouvé deux. So we had climbed a fence, and there was a Belgian man there that had a bicycle, and the guy that was with me had been shot through the fingers, and he shot through the shoulder, and so he got him on that bicycle, and we took off down the road. And il était perdu. Et dans quel état ils étaient? Oh, rien sur la tête. On n'aurait pas su voir s'il était blanc ou noir. Des yeux comme des yeux qu'on veut tuer, là. Et nous autres, on a dit qu'on partait qu'on se sauvait pour les Allemands. Ça fait, on les a pris avec nous autres. Et ils vous ont dit d'où ils venaient?
Ah ben, oui, ils ont dit qu'il avait été mis tous les Américains qui étaient mis là, et les Allemands qui avaient mitraillé, qu'il avait tombé et après qu'ils s'avaient sauvé. Et à sauver de ce massacre-là, c'était la direction de notre maison. Et puis on s'est pris avec nous autres, sur le vélo comme on pouvait. Et ils étaient blessés? Ils étaient blessés? Oh ben, ils marchaient comme ça. Hein. Il avait le malheur, c'est de se tenir sur le vélo pour marcher à côté. We met this guy on his bicycle, and he loaned us his bicycle to put this soldier on. So we went, we headed west, and we're trying to find somebody that, some friendly troops. So we ran across this medical battalion that were packing up to move out. We just got there in time, and they gave a soldier with me morphine, and we put us in an ambulance and we went to the hospital in Liège. Et vous n'avez jamais plus de nouvelles de ces deux hommes? Jamais plus. On s'est informé tout ça. Non, on n'a jamais eu de nouvelles. Kort na de slachting worden onder de sneeuw de lijken van de GI's gevonden. Deze beelden zullen heel snel over de hele wereld verspreid worden. Duitse krijgsgevangenen worden verplicht langs de lijken te lopen. Nazi's slachten Amerikaanse krijgsgevangenen af. Zo luiden de Amerikaanse krantenkoppen. In de Verenigde Staten lopen de emoties hoog op. Het aantal slachtoffers dat wordt genoemd is hoog. Men spreekt van 140 doden. Die Tatsache, dass hier Gefangene erschossen worden sind, ist für mich, so bitter es ist für einen, der einer Einheit angehört hat, die daran beteiligt war, zumindest beteiligt war. Die Tatsache ist für mich nicht zu bestreiten. Die Zahl, dazu möchte ich mich nicht äußern, denn es gibt nicht ganz so historische Darstellungen, die andere Zahlen nennen. Und ich kann nichts beweisen und nichts belegen, ich möchte auch nichts behaupten. Ich halte jedenfalls für möglich, dass diese Zahl zumindest nicht ganz stimmt. Gab es eigentlich Vorfälle dieser Art des Öfteren, dass Gefangene erschossen wurden? Hatte man eventuell bei der SS sogar Anweisung, keine Gefangenen zu machen? Mir sind solche Anweisungen nicht bekannt. Ich habe solche Anweisungen nie bekommen. Und auch im Zusammenhang mit der Befehlsgebung zur Rundstedt-Offensive, wo nachher im Prozess diese Geschichte ganz groß aufgebauscht wurde. Ich war hier im Malmedy-Prozess als Zeuge, ist mit absoluter Sicherheit niemals ein klarer Befehl gegeben worden, den man so verstehen musste. Man kann natürlich alles irgendwo drehen, ja, aber mit letzter Sicherheit kann ich sagen, dass es keinen klaren Befehl gegeben hat, der die Erschießung von Gefangenen befohlen hat. I guess they didn't have time for prisoners, or didn't have any way to take any prisoners back, and I assume they just the guy maybe was somebody triggered it. The guy in that half track had shot at a couple of them, and then everything opened up. And after it starts, I guess there's nothing to stop it. You have to finish it, I assume, but it was... Some people said that maybe some American prisoners tried to flee from the back of the group, and that started the killing. Is it so? Nobody ran, and nobody had a chance after they started shooting, because a lieutenant said stand fast when he shot the first shot at the guy. And after the second one, then that's when the shooting started. And then everybody fell and nobody ran from there. That is until everybody had gone.
Ter nagedachtenis van de Amerikaanse krijgsgevangenen die op 17 december 1944 op deze plaats door nazi-troepen zijn vermoord. « 86 soldats américains sont morts dans le champ enneigé de Beaugnier. Rien ne justifiait ce massacre perpétré par les SS. Le 14 décembre, peu avant l'offensive, leur chef, Sepp Dietrich, avait réuni ses chefs d'unité et leur avait dit « Les prisonniers, messieurs, vous savez ce que vous avez à en faire ». C'était bien sûr une remarque verbale, mais plus tard, après la guerre, lors de son procès à Dachau, Dietrich dira pour se justifier que cette remarque signifiait simplement « il faut respecter les conventions de la Haye ». D'autres témoins diront que dans le contexte de l'époque, cela signifiait « les prisonniers, liquidez-les ». En tout cas, les unités américaines sont immédiatement mises au courant, notamment par Dave Peregrine, qui tenait Malmedy. Dans les troupes américaines, c'est la consternation, notamment chez les GIs, pour qui la consigne est « pas de quartier ». Il y a bien sûr encore des zones d'ombre sur ce massacre de Beaugnier, à propos notamment de la manière dont il a eu lieu, sur le nombre des victimes ou sur le nombre des survivants. En tout cas, une chose est sûre, il y a eu massacre à Beaugnier. Vous avez entendu les témoins oculaires. Alors, faut-il encore ajouter quelque chose ? Zodra de gevechten zijn uitgebroken, slaan de bewoners van de Ardennen op de vlucht. Het aantal Belgische en Luxemburgse burgers die in december 1944 de gevechtszone verlaten, wordt op 200.000 geschat. Het vertrouwen in de almacht van de geallieerden is geschokt. L'Amérique était toute puissante pour nous à ce moment-là. On n'imaginait pas que ce fût possible, que les Allemands puissent revenir. Le front américain pour nous était trop solide. Les Allemands n'étaient pas capables de pouvoir reprendre une contre-attaque. On aurait dû peut-être avoir la puce à l'oreille étant la bataille d'Arnhem, mais enfin, dans notre esprit, c'était inimaginable. Ce qui explique, évidemment, que nous soyons restés dans cet état de doute et ne croyant pas à l'offensive allemande. Même lorsqu'on entendait le canon, on dit ce sont des tirs d'artillerie, et puis on était, je dirais, un peu lénifié par tout ce qui s'était passé avant, et nous n'avons pas imaginé que le retour fût possible. Enfin, tout à coup, ils étaient là, alors que nous ne les attendions pas du tout. Ils sont arrivés à la fenêtre de la cuisine avec toutes sortes d'affaires sur leur casque, des branches et des herbes, etc., tout camouflé. Parce qu'eux, ils avaient très peur aussi d'arriver à cette grande maison. Ils croyaient que les Américains étaient peut-être dedans, mais il n'y avait que nous. C'était une maison isolée? Tout à fait isolée, tout à fait. À flanc de coteau, avec le bois derrière nous, et en contrebas, à peu près 1 kilomètre en contrebas, la route, et puis le chemin de fer. C'était vraiment, nous étions tout à fait isolés, là. Alors, quelle est l'attitude de ces Allemands qui arrivent chez vous? Ce sont des SS? Ce sont des SS. Ils sont restés dans les bois. Nous avions d'ailleurs entendu des voix rogues, etc., la nuit. Et nous demandions qu'est-ce que c'est. Et ils étaient restés 3 jours sans boire et sans manger. Et ils étaient très désireux de trouver quelque chose à manger. Et ils ont fouillé toute la nuit. Ils avaient entendu leurs souliers ferrés qui marchaient, qui couraient partout et qui cherchaient tout. Mais ils n'ont rien trouvé parce que nous n'avions rien. Ils avaient demandé combien nous étions, alors ils ont emmené le père. Ça, c'était la catastrophe. Ils ont demandé combien nous étions. J'ai dit 40 enfants et puis 5 monitrices avec moi. Alors ils ont dit le père, il nous le faut. Dites-lui de descendre. Et alors le père est descendu en disant je veux savoir ce que font les Américains. Et alors il est descendu. Je voulais l'accompagner, mais je me suis dit que les SS auraient une mauvaise impression si je voulais absolument accompagner le père. Je me suis dit non, laissons-le bien tranquille. Il est parti, mais comme au moment de la libération, on avait emmené notre intendant. Et on l'avait emmené, et 3 jours après, il était revenu. Il avait seulement montré un peu les chemins aux uns et aux autres. Nous pensions que le père allait revenir. Et quand j'ai réclamé le père aux SS, j'ai dit, enfin, qu'avez-vous fait du père? Il n'est pas encore revenu.
ils étaient très fanatisés, ils m'ont brandi une mitraillette et ils ont dit « Voilà ce que vos prêtres portent, voilà ce que vos prêtres font ». J'ai dit « Nos prêtres ne font rien du tout, nos prêtres, le droit canon leur défend de tuer, donc ils ne tueront pas ». Donc si vous avez vu un prêtre, ils en transporter une, c'est possible, mais ils ne tuent pas. Et alors, il n'est jamais revenu, évidemment, puisqu'on l'a fusillé en bas de la côte. Et qu'on a retrouvé son corps 3 mois après, je crois, à la cascade de Caux. Le 16 au soir, ici à la glaise, on voyait l'horizon qui s'illuminait comme ça. Et je dis à mon ami, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? On ne voit jamais, il y a quelque chose d'anormal. La nuit se passe, le lendemain matin, donc je devais reprendre les cours. On commençait à 9 h et j'attendais mon ami ici à l'embranchement de la route de Raillé. Il n'est jamais venu. Je suis parti à Stavelot et je suis arrivé chez l'architecte qui me donnait les cours en question et il me dit rentre chez toi, ça va mal sur le front, j'ai parlé avec des Américains et il n'y a pas à cours aujourd'hui. Je prends mon vélo, à l'époque on n'avait naturellement que des vélos, on n'était pas gâtés comme aujourd'hui. Et en descendant entre Trois-Ponts et Stavelot, une colonne américaine commence à me dépasser à toute vitesse, des camions, des jeeps, des chars, et à tel point que j'ai dû quitter la route, sauter bas du vélo, et je marchais dans le fossé. Et le soir, ici à la Glaise, il y avait le fameux bal de la Libération. Et en cours de bal, Monsieur Prince, même et ma sœur étaient au bal. Moi, j'étais trop jeune, à mon avis, je n'y allais pas encore. Et en plein milieu du bal sont arrivés des gens de la région de Stavelot qui évacuaient, qui sont entrés avec des havres-sacs et des couvertures et qui ont dit les Allemands reviennent, nous quittons la ville, nous évacuons. Et le bal, naturellement, s'est disloqué comme ça. Avec la musique, on ne se rendait pas compte, on n'y croyait pas dans l'heure. On ne croyait pas que les Américains le foulaient. Nous étions à Corolli et j'ai vu comme une lumière faux rouge passer devant la fenêtre et directement en a tiré. Alors maman nous a crié de descendre dans la cave, de prendre ma petite sœur qui avait 2 ans. Et nous sommes descendus dans la cave. Et alors on est resté tout l'avant-midi là dans la cave. On tirait tout le temps, sans interruption. Je vous assure qu'on avait peur. Les Américains n'y croyaient pas trop que les Allemands allaient revenir. Hein. Et ils sont partis, ils ont quitté Oufalise brusquement. Et les Allemands sont arrivés aussitôt. C'est d'ailleurs un soldat allemand habillé en américain qui a tué les derniers Américains qui ont quitté Oufalise. Et ce sont ces Américains qui vous ont conseillé de quitter Oufalise? Et ce sont ces Américains qui nous ont conseillé de quitter Oufalise. Alors nous avons quitté Oufalise et nous sommes partis dans un village à 12 km, à Filly. Les Américains étaient chez nous. Ils nous ont fait partir le 16, à 4 h de l'après-midi. Ils nous ont dit partez vite, évitez les grandes routes. Alors nous sommes partis au village de Diné, qui était le village natal de papa. Et nous sommes allés là et nous sommes restés là tout le temps dans une écurie. Nous étions accueillis, il n'y avait plus de place. Ils allaient voir plus loin, et puis il y en a beaucoup qui sont dirigés vers les bois alors. Ils sont allés faire des huttes dans les bois et vivre vraiment, réellement dans les bois. C'était un hiver très dur, il y avait de la neige, beaucoup de neige. Et il gelait, il faisait très froid en plus. Et les Allemands étaient agressifs, oui, parce qu'il nous restait encore peut-être un pain, nous, ils nous l'ont pris avec un revolver sur la poitrine. On les avait encore précieusement cachés, 1 ou 2 pains, enfin, on les avait précieusement cachés. Ils nous ont mis le revolver sur la poitrine, ils nous ont dit qu'il fallait tout donner, tout ce qui nous restait à manger, sinon. J'ai été envoyé par mes parents à Monaville suite à une V1 est tombée sur leur maison, rue Beckmann à Uccle. Ma cousine était victime, mon père ayant peur m'a envoyé ici, effectivement, dans le calme et la tranquillité, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons entendu le matin très tôt énormément de détonations, effectivement des coups de canon. Les Américains qui se trouvaient dans les environs sont passés en panique.
Bon, et on a directement appris que les Allemands poussaient leur offensive et que nous allions être, en ayant les quelques jours, éventuellement occupés. Les habitants du village l'ont quitté, vous êtes restés? Les habitants du village sont restés pendant 24-48 heures et puis voyant effectivement que les choses tournaient mal, se sont enfuis. Il n'y avait plus d'habitants à Monaville. J'étais le seul, à part un petit garçon... du même âge que vous? Du même âge que moi, oui, qui sont restés dans le village. Et les Américains? Les Américains, effectivement, il y avait une trentaine d'Américains qui sont restés, qui étaient sans uniforme d'hiver, sans munitions, et qui se terraient comme nous. C'est véritablement le sauve-qui-peut. À ce moment-là, on voit les Américains brusquement abandonner un peu tout ce qu'ils ont. Il y en a, par exemple, qui, à ce moment-là, se sauvent vers des jeeps qui sont déjà en marche, des camions qui partent. Je vois à ce moment-là la Croix-Rouge qui se replie, les blessés restent là et crient, appellent, nous ne savons trop que faire. Nous voyons ces Américains, ces soldats américains, qui se jettent sur des jeeps en marche, qui abandonnent même des armes et des sacs, et qui partent sans rien plus dire. Alors nous sommes un peu désarçonnés, je dois dire. C'est vraiment ce qu'on appelle la panique, telle qu'elle peut se produire dans une armée. Un petit moment de panique, semble-t-il, ça nous fait perdre la tête. Alors dans ce désarroi, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous allons nous aussi partir, sans trop savoir où on devait aller et ce qu'on devait faire. De Amerikanen voeren op alle wegen strenge identiteitscontroles uit. Ze zijn nerveus en niet zonder reden, want Duitse commando's zijn tot achter de Amerikaanse linies doorgedrongen om daar de grootste verwarring te stichten. Het zijn de mannen van Skorzeny en ze opereren in Amerikaans uniform. Kijk maar eens goed naar deze foto. Op de wegwijzer staat Bomal links. De Amerikanen zijn in volle terugtocht, de burgerbevolking vlucht. Kijk nu eens naar deze foto. Hij is een paar dagen later genomen. Bomal ligt nu in de andere richting. En dat is waarschijnlijk het werk van de mannen van Skorzeny. Op 15 december, op de vooravond van het offensief, stelde burgemeester van de Rochestraat vreemde dingen vast. En dan hoor ik dat geruis, den Weg runter. Ich denke, was ist das denn? Aber durch dass die Leute so schnell fuhren, als man sagt, in Frankreich schon rennen will, fiel das mir auch. Sagte ich zu dem Kapitän, der neben mir stand, sagt, wenn das stimmt, dann weiß ich nicht, wo alles richtig ist. Aber hast du Angst? Ich sagte, das sind Deutsche. Mama, du siehst doch den Stern, sagte er. Der Stern, der war so schön weiß, so. Dann sagte ich weiß es nicht. Jeder hatte ihre Kanonenrohre nach hinten gerichtet, das sah man. Ich sagte, muss man doch nicht zugeben, dass die nichts vortäuschen. Weil, wenn die hier durchs Dorf fuhren, dass die Stellung wechseln hatten. Dann aber einer hatte den Lauf nach rechts, der andere hatte nach links. Einer nach vorn oder der andere nach hinten. Aber hier alles schön schnurgerade nach hinten. Wir haben darüber gesprochen und einer hat mich ausgelacht. Und ich hab's dabei gelassen. De zogenaamde Amerikanen brengen de nacht in hun gevechtswagen door en kloppen de volgende ochtend bij de burgemeester aan. Het huis van de familie Drosch is een Amerikaanse commandopost. Er kommt in der Küche rein und fragt den ersten Soldaten, der da sieht am Tisch, er möchte den Bürgermeister sprechen. Der zeigt auf mich, ich sitze neben dem Herd und bin am Frittern, essen mit meinem Kameraden. Das Erste, was der tut, der schlägt die Hacken zusammen, wie jeder Deutsche, und fragt, ob ich nicht mit ihm kommen könnte für eine Minute. Und durch den Hackenschlag, da war ich gewarnt, da wusste ich Bescheid. Dann habe ich dem geantwortet, das ging nicht, ich müsste nach Malmedy. Wir könnten das für auf morgen verlegen. Dann haben wir uns geeinigt auf den folgenden Morgen gegen 8 oder halb 9. Abgemacht, sagt der Mann, und ist weg. In dem Moment, wo der zur Tür raus ist, bin ich auch schon im Nebenzimmer und sage, da haben wir schon den ersten Deutschen in der Küche gehabt. Ohne jedes Widerwort wurde nur vom Fenster aus die Nummer notiert und per Funk die Einheiten aufgefordert, dieses Fahrzeug mit der Nummer sofort aufzubringen. Das wird wahrscheinlich nach meinem Ermessen keine Viertelstunde gedauert haben, denn ich saß noch kaum am Tisch, da wurde ich schon gerufen. Da wurde ich gerufen zum Chef und der sagt, welcher von den beiden war bei dir in der Küche? Ich zeige auf den Mann und ein dritter Mann von den Amerikanern
springt auf und reißt ihm hier die Jacken auf, die wattierte Jacke. Und da kommt die deutsche Uniform drunter raus. De 2 Duitse spionnen in Amerikaans uniform worden op staande voet in de tuin van de burgemeester gefusilleerd. Maar andere commando's kunnen veel verder achter de Amerikaanse linies doordringen. Paul Barnich is burgemeester van Rochefort. Op een avond wordt op zijn deur geklopt. Vers 6 heures du soir, un habitant de Rochefort ici est arrivé avec 2 militaires américains. Ils me disaient, j'ai rencontré ces gens-là dans leur commune, ils m'ont demandé de les emmener chez le bourgmestre. Et ils me disent, nous sommes du 2e bureau. Adjudant un tel, dit-il, et sergent un tel. Nous avons une enquête très importante à faire. Ah ben je dis, je ne demande qu'à vous rendre service. Voulez-vous entrer? Alors je l'ai fait entrer chez moi. Mais tout était cassé aussi, sur les carreaux, hein, par le bombardement. Ils me disent, pour commencer, faites un peu de feu dessus. Ils étaient tout bouillis. Il pleuvait et il neigeait un peu à ce moment-là. Hein. Ça fait qu'on lui fait faire du feu. Ma femme qui allumait le feu, lui dit, oh, que nous sommes contents que vous êtes arrivés. J'espère bien qu'on ne le verra plus. Je lui donne un petit coup de joue comme ça pour qu'elle se taise, parce que je voyais bien à qui j'avais affaire, moi. Vous aviez vu tout de suite que ce n'étaient pas des Américains? Oui. À quoi? Nous attendions les Américains pour avoir des ravitaillements. Ils nous ont demandé. C'était pas normal, hein? Donc, et puis alors, ils me disaient, servez-nous un peu de rafraîchissement. Je leur ai fait servir une bouteille de Trappiste, la bière de pays. Oui. Et puis alors, ils commencent à me demander, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes de la résistance qui se trouvent ici dans Rochefort? Ah, je dis, je ne saurais pas vous le dire. Je suis dans le cave, je ne bouge pas, je dis, si. Oui. Eh bien, vous allez me mettre en rapport avec tous les Rochefortois, docteurs, notaires, avocats, qui ont eu un rapport avec eux. Et pour savoir par où les Allemands se sont retirés, ils me disaient. Ben, je dis, vous devez le savoir beaucoup mieux que nous. Na een 4 uur durend verhoor gaat de burgemeester onder het voorwendsel dat hij zich wil verkleden een wapen halen bij de buren. Et quand je suis rentré chez moi, il y a celui qui parlait si bien français qui me dit, vous en avez mis du temps pour vous habiller. Oh la main! Ils se sont mis comme ça. Alors je suis allé chercher le carbine qu'il avait, un revolver, et en le dévalisant comme ça, il me dit, bandit, bandit! De gevangenen van Paul Barnich worden overgedragen aan de Britten en gefusilleerd. Zoals alle andere commando's die achter de geallieerde linies in Amerikaans uniform worden betrapt. Nauwelijks een handvol van ze slaagt erin te infiltreren. Maar Skorzeny heeft ook voor een kolonne gevechtswagens gezorgd die zijn omgebouwd tot Amerikaanse tanks. Daarin bevinden zich vrijwilligers. Sommige van ze spreken Engels. Op 21 december nadert de kolonne Malmedy. Ze duikt voor de papierfabriek van De Wasch op. Wir als Spitze fuhren. Wir hatten den Auftrag, in Richtung Staffelow zu sichern. Wir sind dann parallel dieser Fabrik diese vorhandene Straße nachgefahren und haben uns in den Raum Staffelow begeben. Es war damals ein kleines Bauernhaus hinter der Brücke, die man damals als Wachsbrück bezeichnete. Das Haus ist heute zerstört. Sie können es also heute nicht mehr sehen, da die neue Autobahnlinie dieses Haus abgerissen hat. Es ist also leider
alles zerstört, dass man es nicht genauso sieht, wie es 1944 gewesen ist. In de fabriek zit een groepje Amerikaanse infanteriesoldaten. Francis Curry is één van ze. And as the lead tank came down from the German forces, they pulled up sideways to a paper mill that was there. So his gun was facing Malmedy. Well, he didn't know that we were there, so this other fellow and I, the other fellow loaded the bazooka, I fired, and we got that lead tank. How close were you? Well, from here to that wall there, I don't know, maybe 50 feet or so in measurement. And after that, it was an all-day affair. The other tanks got a little, they didn't know what it was, and they pulled back, so we got a few long-distance shots at them, and we hit them with several rounds, and they abandoned them. Wir wurden dann etwas weiter von einer englischen Panzerfaust Bazooka abgeschossen. And then after that, all they did was send infantry in all day long. But we got into that factory, and there were so many windows in this factory that we could fire out of it, run to another run. So they thought it was an overwhelming force there. So by the time we'd fire a few rounds and run, by the time they fired into that area, we were gone into another area. And that happened all day. Consequently, that evening, with their loss of men and material, they withdrew. And that was the farthest point they got. How many of you Americans were there in the area? I'd say about 8. Not more than that? In this immediate area, about 8. Ich persönlich habe die Möglichkeit gehabt, hinter den Häusern mich zu verstecken und in dieser Scheune 7 Tage zu bleiben. Und die andere Besatzung hat also versucht, über die Straße zurück in diesen Raum, wo diese Bereitstellung war, wo die andere Kompanie, die Kompanieeinheiten waren, und sind dann aber, da sie auch in amerikanischer Uniform waren, von den Amerikanern aus diesem Fabrikgelände erschossen worden. Francis Curry zal voor dit huzarenstukje de congresmedaille krijgen. De kolonne van Karl Meinhardt is tot staan gebracht. Hot Springs in de staat Arkansas. De veteranen van de Amerikaanse 2e Infanteriedivisie, de Indian Heads, zijn 40 jaar later de oorlog nog niet vergeten. De emotie is groot als zij hun herinneringen ophalen. Ze hebben de eerste stoot van het offensief opgevangen. Hitler wou in het noorden doorbreken en de 2e divisie heeft het noordelijke scharnierpunt bezet gehouden. De veteranen van de Indian Head divisie stellen zich even voor. What's your name, sir? Vincent J. Speciale. And you come from? Philadelphia, Pennsylvania. Marshall Loper. I'm from Pennsylvania. Harold Rutledge. I live in Deltona, Florida. My name is L.C. Furr, Dallas, Texas. My name is Bellew. It's a French name. I come from the state of Oregon originally. Ray Baranowskis from Hayward, California. I'm from Detroit, Michigan. My name is Fedorov, last name. Ralph News, and I'm from San Antonio, Texas. Why the supply trucks pulled up that night was real late. And then we had orders to unload the supply trucks and load on the ammunition and guns and whatever we had, ammunition, guns and machine guns, and load them on a truck and move out. We moved out in complete darkness. It was roughly about 1 o'clock in the morning. And we go down the road, our last truck, I was on the last truck, and he should have made a right-hand turn about a half a mile down the road. Anyway, he missed the road, and there was a tank in the middle of the road, and he got stopped. An American tank? No, it was a German tank. And no sooner we stopped our truck, there was another tank locked us in between. And 2 seconds after, Mr. Pittman hollered, "Don't nobody fire," and then there was 2 German soldiers jumped on the truck and pointed burp guns at our head and hollered, "Grashmitter, Grashmitter." So we jumped off the truck, knocked off our helmets, we dropped our weapons, we become prisoners of war.
Veel infanteristen uit de voorste linie worden gevangen gemaakt. Nooit eerder hebben de Duitsers zoveel Amerikaanse krijgsgevangenen kunnen maken. De Rijkspropaganda zal van deze beelden royaal gebruik maken. Sommige soldaten bevinden zich nu achter de Duitse linies. Ze hebben haast geen munitie meer. Curtis Whiteway is in dat geval. We had been walking for many hours and we were totally exhausted. And we sat down for a rest. And the Germans held off and they sat down and waited to engage us. They knew we were in a bad situation. The officers, our officers, got together and they decided to take a vote among the men to see if we wanted to surrender. So they come walking amongst us and taking a thumbs up, a thumbs down vote. And as I understand that just about 100% of the men, we had already heard about the massacres by this time for one thing, that we were going to go down fighting. So the officers went back, turned the vote in. They had a big argument with the colonel of the battalion at that time. And then finally the colonel got up and walked away from him. We thought he was going to have thinking about making his decision. And after a little while, nobody was paying much attention to him, and all of a sudden somebody let out a yell. He's going out there to surrender to the Jerries. And we turned around and looked, and he had walked halfway from our positions to the Germans, and he had hidden a white sheet inside his shirt. And he pulled it out, and he was waving it to the Germans, and he was actually going to surrender us. One of our officers ran out to him, caught up with him, and built him across the back of the head with a rifle, knocked him out, dragged him back and the sheet, and we took the sheet and we buried it under the snow, and we took him under arrest then, and then we continued on trying to escape the trap. Hun doel is nu uit de Duitse val ontsnappen en het Amerikaanse front bereiken dat zich intussen op de heuvelruggen van Elsenborn heeft gevormd. De Duitsers lijden daar verschrikkelijke verliezen, maar op andere plaatsen slagen ze wel in door het front te breken. They finally told us to come out, and we finally got out, and there they were. They were on the side of a brick concrete wall, and they were all like they had their helmets, they had the battle dress with the camouflage with the grass and the leaves. Their faces were all painted, they looked like Indians, and it was all flames all over the town. It was all in burning. It was engulfed in flames. And I found it so hard to believe. I was kind of numb. I says, I find it hard to believe that this is happening to me. Am 21. Dezember 1944 stand hier diese Wiese, das ganze Grundstück, voll Kriegsgefangener gesperrt. Man sagt, es wären 2000 Mann gewesen, die hier standen, als ich aus dem Hinterhof ins Haus reinkam und stellte dann fest, dass ein deutscher SS-Feldwebel in meinem Hause auf der Haustür stand mit der Filmkamera und machte hier eine Aufnahme für die Wochenschau. Da haben dann die ganzen Gefangenen hier auf. Und wie er fertig war, mussten diese Gefangenen, wurden die von deutschen Truppen hier nach Au hin abgeleitet. So gingen die von hier aus all zu Fuß nach Au. And as we were marching back into Germany,
we ran across some German engineers. And there was a big German officer sitting on top of a hill, staying on top of the hill watching his men work with a monocle in his eye and so forth. We had 3 black American soldiers with us at that time. This German officer, seeing these 2 black American soldiers, he pulled them out of line, marched them across the field, and put a gun right behind our head, and he shot them right there in cold blood and murder. And we kept going back into Germany. And as I was marching back into Germany, the German army was moving forward, loaded with infantrymen, trucks loaded of infantrymen just moving, and they kept calling, "Paris for Christmas, Paris for Christmas." À Paris pour Noël, ce n'est pas sûr. Au soir de ce 17 décembre, les Allemands ne sont pas aussi loin qu'ils ne l'espéraient. Au nord, la 2e division américaine, les têtes d'Indiens, sont regroupées sur les crêtes d'Elsenborn. Saint-Vith, un nœud de communication important, n'est pas encore tombé. La colonne du SS Paper est devant Stavelot. Elle n'est pas aussi loin qu'elle ne l'espérait. Au sud, l'armée du général von Manteuffel avance, mais pas très vite. Bientôt, elle sera en vue de Oufalise et de Bastogne. Pour les populations civiles d'Ardennes, c'est l'horreur. Beaucoup ont repris le chemin de l'exode, les autres sont terrés dans les caves. L'armée des États-Unis mène la bataille la plus terrible de son histoire. Les historiens sont bien d'accord là-dessus. Depuis la reddition de Bataan aux Philippines face aux Japonais, jamais une telle masse de soldats américains n'a été capturée par l'ennemi. Rien que dans le Schnee-Eifel, près de 10 000 hommes, les 422e et 423e régiments d'infanterie sont faits prisonniers par les Allemands. C'est le désastre. À Versailles, au quartier général interallié, Eisenhower se rend compte du drame. Il se rend compte que si les Américains veulent éviter le désastre, ils doivent réagir.